L'unique. Chapitre 5. L'énigme de la perception. Yeux voilés de doute, le cerveau tisse un décor, la vérité s'efface. Ce n'est que l'année suivante, en déplaçant le sommier de son lit pour remettre en place une latte qui s'était déboîtée, qu'Irénée met enfin la main sur les aventures d'Ozypie, calées sous le matelas. Comment avait-il fini sa course en cet endroit? Irénée pense un instant à questionner Angelina, mais très vite il y renonce, par égard pour la vieille tante, mais aussi parce que ce mystère lui semble faire écho au contenu du livre. Il n'allait pas le déflorer. Au-delà du fil de l'histoire, il n'en subsiste dans son esprit que de vagues traces, l'hallucination du héros, dont il pressentait des développements à venir, surgit de sa mémoire avec une extrême précision. Comme si quelque chose dans ce fait lui rappelait un événement intime, un souvenir proche, dont il ne lui reste que l'émotion, mais aucun contour précis. Irénée se demande un instant s'il ne s'agit pas d'un cauchemar récurrent de son adolescence, gommé depuis par l'adulte qui a pris sa place. Cherchant une page blanche dans le carnet de sa poche, il y écrit ces quelques mots. Fuir la demeure en ruine des souvenirs. Dès qu'il le peut, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'abri des sollicitations des uns et des autres, Irénée reprend sa lecture, avide de découvrir un mystère dont il n'a pu lire que les prémices. Kataek, 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 Kataek. À peu près dans les mêmes conditions que l'année précédente, mais sans fauteuil, il n'a pas l'intention de s'endormir avant la fin d'un chapitre. Il cherche la page cornée indiquant l'endroit où il a interrompu sa lecture et en reprend le fil. Inutile de parler de ce malaise aux autres. Ozypie sentait bien qu'une fois de plus, il se moquerait de lui. Il décida de garder secret ce tour de magie auquel il avait assisté. En retour, cette décision eut pour effet quasi immédiat de lui donner une maîtrise de lui-même, ainsi qu'un calme dont il n'était guère coutumier. Tous s'en étonnèrent, mais aucun ne lui fit la remarque. C'est peine si Jimmy P le taquina un peu sur son sérieux, en marchant au pas, mimant le petit soldat qui défilait raide comme un balai. Ozypie, quant à lui, était désormais le lieu d'un questionnement qu'il ne souhaitait partager avec personne, sauf peut-être avec Éonie, et dont l'enjeu était capital. Avait-il été, oui ou non, victime d'une illusion interne? Il lui répugnait d'utiliser le terme d'hallucination. Y avait-il une explication rationnelle, comme pour cet orage soudain qui l'avait tant étonné, jusqu'à ce que son père nuance sa perception des faits, ramenant le phénomène constaté au niveau du possible? Existait-il, pour ce qu'il avait vu cette fois-ci, une interprétation qui ne nécessiterait pas ce qu'Ozypie avait qualifié pour lui-même de zone d'espace dématérialisée, ZED? Il lui fallait partager ce doute, cette interrogation, avec quelqu'un. Malheureusement, les congés de printemps venaient de débuter, et Éonie était partie en vacances chez des amis de ses parents, à l'autre bout du pays. Les semaines suivantes furent une occasion pour notre adolescent, au grand étonnement de tous ses proches, de mener des recherches personnelles et approfondies sur la perception visuelle. Ozypie plongea dans le rôle du cerveau, metteur en scène méconnu qui interprète, manipule les images. Effet de bord, la tâche aveugle, rupture du flux nerveux en provenance de l'œil, autant de sujets qui, quelques semaines auparavant, l'auraient gavé. Tout au contraire, ces études qui lui montraient comment le réel pouvait vaciller, le passionnèrent. Un article sur les illusions visuelles, qui évoquait les perturbations du contexte, le captiva. Il relut 3 fois de suite un autre long développement assez ardu, mais qu'il finit par comprendre en totalité, sur les illusions visuelles et les images susceptibles d'apparaître spontanément parmi d'autres.
thème propre à le rassurer s'il voulait chasser l'inquiétant irrationnel qui frappait à sa porte. Ici, Irénée dut interrompre sa lecture pour se documenter sur les thèmes de recherche d'Eusippie. De fil en aiguille, il dépensa 2 bonnes heures pour comprendre que l'image envoyée par son œil au cerveau était bien différente de celle dont il était conscient, celle qu'il voyait. Il fut même amusé d'apprendre que notre cerveau effaçait en permanence de cette perception ce qui lui était pourtant sans cesse transmis, à savoir des informations visuelles concernant notre nez. Ce fut l'occasion de laisser quelques lignes dans le carnet embarqué. Comme ton nez, au milieu du visage, n'est vu que de ceux qui te voient, la vérité se tient juste devant toi, gommée ou amplifiée par tes craintes. Il avait testé cette révélation étrange en fermant une paupière après l'autre, et effectivement, avec un seul œil, son nez se voyait. Il troublait même la vision de sa présence, floue mais imposante, et lorsqu'on ouvrait l'autre œil, l'image disparaissait presque totalement. Ne subsistait de lui qu'un vague trouble, visible uniquement si on y pensait. Pendant 3 jours, Eusippii s'adonna à l'étude des stéréogrammes, ces compositions truquées par l'ordinateur qui jouaient sur le décalage attendu entre la vision de l'œil droit et celle de l'œil gauche. Il apprit à fixer le papier pour faire apparaître un motif en 3 dimensions, dissimulé dans la trame. Ces constructions le fascinaient. Bien sûr, il avait aussi entendu parler des images subliminales. Récemment, une publicité de ce type avait été découverte dans un film éducatif. Image déclenchant une soif préférentielle pour une boisson gazeuse de la marque Dum, glissée dans un développement sur les méfaits de l'alcool. Cette affaire avait fait grand bruit. La télévision en avait parlé pendant plusieurs jours. Mais pour Eusippii, ce n'était pas grand-chose à côté de cette faculté qu'avait une image finement élaborée par un ordinateur d'en suggérer une autre. L'esprit d'Eusippii s'était mis à broder sur ce thème, s'autorisant des pensées d'une nature bien différente de celles dont il avait l'habitude. Il se demanda notamment si, dans la vie quotidienne, il n'y avait pas, sur un mode identique, des dialogues suggérant d'autres cachés en eux-mêmes, des paysages qui en inspireraient d'autres, ou même une intention dans la nature. Il y voyait de formidables outils de manipulation, permettant d'influencer la perception de l'homme et donc son comportement. Les traces du passé, que les humains ne parvenaient pas à comprendre, tels ces assemblages de pierres monumentales, ces statues de têtes gigantesques, ou encore ces dessins tracés sur le sol, lisibles uniquement depuis les airs, ne pouvaient-ils pas suggérer eux aussi un volume, un objet, un état d'esprit? Ne suffisait-il pas de les regarder assez longtemps, avec un regard et un cerveau disponibles, pour y laisser entrer une idée, un sentiment, plus ou moins trouble? Avec à la fois la fraîche naïveté d'un enfant et l'énergie obstinée d'un adolescent, Eusippii était à l'âge où toutes les portes de la compréhension sont grandes ouvertes. Pour peu que la crainte d'être soi-même ne joue pas le rôle de censeur. Ces recherches eurent sur lui un effet très bénéfique. Elles lui montrèrent que l'œil n'est pas la mécanique de précision qu'il lui semblait être, jusqu'alors, et que le cerveau joue bien plus qu'un rôle de transmission, voire de traducteur. Il savait maintenant que c'est lui qui, dans la caverne, à partir de cette brûlure continue de la rétine jamais cicatrisée, crée ce que nous acceptons comme image de la réalité. De toutes ces nouvelles connaissances, le résultat bénéfique fut qu'il se mit à nuancer le caractère irrationnel de sa perception du supposé flou. Il y avait place à présent dans sa vision pour de nombreuses interprétations, des explications qui ne nécessitaient pas le recours à la ZED. Son calme retrouvé, la sérénité quasiment conquise, Eusippii conservait cependant de la méfiance envers le monde qui l'entourait. Celle-ci était simplement devenue plus froide, plus calme, plus outillée.
Ces lectures ne lui avaient pas fait abandonner ses doutes, même si celles-ci l'avaient contraint à relativiser fortement ses impressions. Tout au contraire, peut-être même par jeu, sa détermination y avait gagné en intensité. Ainsi, Ozypii décida de provoquer à nouveau le phénomène, mais cette fois-ci, sans se laisser surprendre. Il devait parvenir à reproduire ce qu'il avait vu comme un flou, disparaissant progressivement. Cette étrange scène de reconstitution d'une parcelle du monde. Ozypii cherchait à interpréter, à expliquer, à la lumière de ses nouveaux savoirs, ce qui avait jeté le trouble en lui. Après de longs moments de tâtonnement, de perplexité et de recherche vaine, il se rappela ce procédé utilisé au tout début du cinéma par les metteurs en scène de films fantastiques pour créer l'ordre à partir du chaos. En ces époques lointaines où les moyens matériels pour manipuler l'image étaient limités. Se remémorant la scène célèbre d'une adaptation d'un conte pour enfants, Ozypii revit les remous d'un petit étang se figer, tandis qu'une pierre en était expulsée vers le ciel. Ainsi, ce qu'il avait aperçu pouvait correspondre à ces séquences cinématographiques projetées à l'envers. Plus il s'intégrait mentalement à cette scène, plus elle devenait compréhensible, et plus il avait le sentiment d'une proximité de celle-ci avec sa vision. Irénée ne peut s'empêcher de penser « Ok ». Mais qui a monté la séquence à l'envers pour Ozypii ? Il note alors sur son carnet. À la fin de leur chute, ces milliers de regards liquides se perdent dans l'indifférence de la pierre. Cette découverte détermina encore davantage Ozypii dans sa quête. Il allait tout mettre en œuvre pour recréer ce chaos à rebours. Pour cette entreprise, Ozypii avait besoin de rigueur. Il devait l'aborder avec calme, ordre et méthode. Tout ce dont il manquait le plus en temps ordinaire, mais tout de même un domaine où il avait fait des progrès notables. Une pensée de toute nature lui vint alors. Et s'il pouvait y intéresser Éonie, elle, si calme, si apaisante, si... Il chercha un adjectif qui ne vint pas. Et si lui, Ozypii, parvenait à utiliser ces événements pour se rapprocher de... Là encore, il eut un moment d'hésitation. Sa camarade préférée, lui offrir en partage ses secrets les plus intimes. À bien y songer, ces faits, cette vision, qui avait sur lui un réel pouvoir de fascination, devait pouvoir agir de même, à condition qu'il parvienne à la décrire finement, sur une âme sensible. Or, Éonie était une jeune fille sensible, oui, joyeuse et sensible, se disait-il. Tout ce qu'Ozypii percevait d'elle le lui confirmait. Irénée ne résista pas à rédiger un petit texte en acrostiche. Elle, si proche et si lointaine, Ozypii saura-t-il nouer ce lien, invisible et secret, immatériel, et pourtant si dense au cœur?